Bonsoir à tous. Je m'appelle Claire Michel, je travaille pour la Ligue francophone de triathlon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Je vous présente ici Christophe Masson. Donc, il est psychologue du sport KULE, si je ne me trompe pas, master, voilà. Et il travaille avec plusieurs sportifs de haut niveau. Et ici, il va nous présenter pas mal de différents éléments sur la dimension psychologique dans le sport. Et donc, sur ça, je vais lui laisser faire une présentation de lui-même beaucoup plus élaborée. Mais surtout, je veux le remercier pour son temps de venir partager ça avec notre communauté du triathlon. Et merci à vous aussi d'être là parmi nous. Ça fait la quatrième conférence qu'on fait sur l'année et sur différents sujets. Et c'est quelque chose qu'on compte continuer en 2026. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Ça ouvrira la fin s'il faut applaudir. Merci Claire pour l'introduction, pour l'accueil. Merci à tous et à toutes d'être là. Alors avant de me présenter un peu plus en détail, j'aimerais bien savoir un peu qui vous êtes vous, parce que figurez-vous, comme je suis de Namur et que j'ai un peu roulé ma bosse dans le triathlon, je pensais avoir plus de visages connus, mais c'est chouette parce que du coup c'est de nouvelles connaissances, mais par contre je ne sais pas du tout qui vous êtes. Alors on va pas faire un tour de table, c'est un peu trop nombreux, mais est-ce que vous pourriez simplement lever la main ceux qui ont une expérience de plus de 5 ans dans le triathlon? Merci. De moins de 2 ans, est-ce qu'il y a des novices? Pas tellement. Ok. Qui parmi vous a déjà fait un Ironman? D'accord. Qui vient d'ailleurs, enfin de l'extérieur de la province de Namur? Avec pas mal qui viennent de loin. Très bien. Qui a déjà fait appel à un psy ou un préparateur mental, sans distinction? Et enfin, on en parlera tout à l'heure, qui a un compte Strava? Ah oui. Ok. Ça va. Alors, euh, rapidement, je ne vais pas me terminer là-dessus, mais que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, je suis psychologue clinicien de formation, diplômé à l'UCL en 2009, et puis j'ai fait un master en psychologie du sport et de l'activité physique à la KU Leuven. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu la KU Leuven, la bibliothèque notamment. On est pas loin de Poudlard. C'est un petit jeu, c'est chouette. Donc voilà, c'est le background scientifique. Et puis niveau sportif, j'ai joué une vingtaine d'années au football avant de faire 10 ans de triathlon. J'ai un peu mis ça entre parenthèses il y a 2 ans, avec voilà, principalement des demi-distances, le XL de Gérardmer, le 70.3 de Aix-en-Provence, Luxembourg, l'Open Lakes, Champagne et l'Odeur. Donc voilà, ça c'est pour mon petit parcours. Pourquoi je présente ça? C'est pas pour dire j'ai fait ceci ou cela, simplement parce que c'est ce qui va teinter un peu aussi ma présentation aujourd'hui. Donc je vais à la fois me baser sur des recherches, ce que dit un petit peu le monde académique, en tout cas la théorie, et j'agrémente aussi ça avec ma vision, forcément, c'est ce que moi j'amène. Et donc, voilà, c'est une vision qui vaut ce qu'elle vaut. D'autres collègues font peut-être autrement, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de partager aujourd'hui. N'hésitez pas à, voilà, à interrompre, à poser des questions, à interagir. C'est plus chouette s'il y a un peu plus d'interaction que si je parle tout seul pendant 2 heures. OK. Alors, par contre, si vous allez voir mes temps sur mes triathlons, vous verrez que si vous voulez améliorer vos performances, il vaut mieux se baser sur la science que sur mon expérience de triathlète. Voilà, mais j'ai moins fini. Alors, avant de commencer, je vais vous mettre déjà un petit peu au travail. Je voudrais que vous preniez quelques secondes, 30 secondes, pour noter votre objectif de 2026 sur le coin de votre feuille. Prenez pas toute la place, vous aurez besoin de votre feuille pour après. C'est OK pour tout le monde? Peut-être qu'il y en a plusieurs, vous pouvez les noter tous si vous voulez. Voilà, on va mettre ça au frigo. On y reviendra plus tard. Ça va? Alors, on m'a donc demandé de parler de l'importance de l'aspect mental dans le triathlon, ou du mental dans le sport, mais plus général, euh, pour se convaincre un petit peu que, de la place du mental. On le dit toujours, hein, une phrase qu'on sort un peu à toutes les sauces, c'est dans la tête, le mental c'est 80% de la performance, voilà, sur toutes les interviews d'après course, d'après match, on évoque un petit peu ça. J'ai été chercher une petite phrase ici qui est souvent attribuée par erreur à Mark Twain, c'est Marcel Pagnol qui l'a cité dans un de ses romans. Tout le monde savait que c'était impossible, un ignare ne le savait pas, il l'a fait. Et donc, ça va nous évoquer un petit peu le poids de nos croyances, le poids de ce qu'on se dit, de ce qu'il y a dans la tête, sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Et pour ça, on fait un petit cours d'histoire. On va se plonger dans les années 50 avec un personnage que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Roger Bannister. Roger Bannister, c'est un athlète anglais
qui, au départ, pour la petite histoire, voulait étudier la médecine, mais étant issu d'un milieu assez populaire, il n'a pas les moyens de le faire, et donc finalement, c'est à travers son parcours d'athlète qu'il est parvenu à obtenir une bourse pour finalement étudier la médecine et parvenir donc à son objectif de base. Par ailleurs, c'est un athlète de demi-fond, assez talentueux d'ailleurs. Il est tellement talentueux, donc il est spécialisé dans la course du mile, donc de distance de 1609 mètres. Et il est tellement talentueux qu'il est sélectionné en 1952 pour les Jeux Olympiques d'Helsinki, pour lesquels il se prépare, etc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on est dans l'après-guerre. La médecine, qui est sortie un petit peu du marasme de la guerre, s'oriente maintenant vers d'autres types de domaines de recherche, et notamment le sport. Et la, tous les dessins posés aux médecines du sport attestent et disent avec une quasi-certitude qu'il est impossible pour le corps humain, de manière physiologique, biomécanique, de courir un mile en moins de 4 minutes. Ça, c'est une croyance, une certitude que le monde académique partage, et voilà, c'est établi, c'est une limite qu'on ne pourra pas franchir. Et puis Roger Bannister arrive, et donc en 1952, il fait par ses JO, il arrive à Helsinki, et malheureusement, ça ne se passe pas bien, pas aussi bien que prévu. Il termine quatrième, et voilà, il tourne un petit peu renfrogné, il nourrit un peu ça, et il va se préparer spécifiquement pour battre ce record-là. Et c'est le 6 mai 1954 qu'il parvient, au bout d'un effort incroyable, à abaisser la barre, et il termine donc la course en 3,59, je crois que c'est 3,59, 59 de mémoire. Et donc, il franchit comme ça cette barre mythique. Il faut se rendre compte à l'époque que ça n'aide rien aujourd'hui, mais ça a une portée vraiment importante. La Chambre des communes en Angleterre interrompt la séance pour s'intéresser à ce qui vient de se passer, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas pu venir et qui est vraiment, qui fracasse vraiment toutes les certitudes qu'on avait. Alors ça, c'est un premier élément. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que juste après donc on était sur une période ici où effectivement le record stagnait depuis longtemps. Et puis, à partir du moment où il est battu, dans les mois qui suivent, j'ai noté ça ici. Donc, on est le 6 mai, hein, Bannister bat son record le 6 mai. Le 21 juin, l'Australien John Landy, donc un mois et demi plus tard, améliore encore le record en 3,58. OK. Et puis le 7 août, il se retrouve et il y a encore deux athlètes qui sont en 3,58,80. Et donc, quelque part, il a ouvert une porte, il a franchi une barrière qu'on croyait impossible à franchir. Et ce qui prouve qu'en fait, les croyances qu'on a, ce qu'on se dit, a une portée vraiment très limitante dans ce qu'on peut réaliser, ce qu'on peut faire. Ok. Il faut savoir que depuis lors, 2111 athlètes masculins ont franchi cette barre, donc des 4 minutes au mile. Et le record du monde actuel, quelqu'un le connaît? Non, il est détenu par Hicham El Guerrouch en 3,43,13. Donc voilà, bien avancé. Autre croyance limitante que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans un musée de l'automobile, figurez-vous qu'au début du siècle, on pensait qu'au-delà de 100 km/h, le foie humain ne résisterait pas à la vitesse. On a inventé les véhicules qui commençaient à atteindre ces vitesses-là. Il y avait une croyance aussi en médecine comme quoi c'est dangereux de franchir les 100 km/h parce que le foie exploserait. Il y en a bien plus que ça. OK. Alors, de nouveau, je mets un petit peu de travail. Prenez peut-être juste quelques secondes pour essayer de réfléchir un petit peu, vous, quelles pourraient être vos croyances limitantes, que ce soit dans le sport ou autre chose, hein, mais quelque chose que vous vous dites de manière récurrente, ou que vous avez une croyance avec laquelle vous avez grandi, et qui vous fait dire, mais tiens, en fait, ça, c'est pas possible pour moi, ou ça, j'y arrive pas, ou voilà, j'ai pas la main verte, ou moi, les maths, pas possible. Et essayez de voir un petit peu si vous avez des croyances limitantes. C'est mieux si c'est en lien avec le sport, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Voilà, prenez juste 30 secondes pour réfléchir et peut-être à noter sur votre feuille. Et voilà. Est-ce que certains ont envie d'en partager une, par exemple? Est-ce que quelqu'un a envie de partager une croyance qu'il aurait notée? Obligatoire, on ne se connaît pas? Oui? J'ai eu une vilaine blessure quand j'avais 16 ans à la cheville. Et on m'avait dit que le sport allait devenir un peu compliqué. Depuis, je l'ai bien soigné, ça va bien. Mais donc, du coup, rentrer, dès que je suis en descente, je sais que je fais gaffe. Et on m'a dit, enfin, les médecins qui m'avaient vu, ils m'avaient dit, faut vraiment pas se blesser, etc. Donc, être très, très vigilant par rapport à ça.
Et donc, je l'ai accepté presque en course, en trail. Ok, Quand je suis en descente, ben, je perds du temps. ok. Ça. Est-ce que dans les faits, il y a déjà une douleur depuis? Il y a des gens qui me rappellent alors. Ah ouais, c'est ça, ok. C'est quand même là, quoi. C'est pas juste une croyance, alors. C'est là en vous, ça vous le pense. Ok. Quelqu'un d'autre qui vit avec un truc comme ça, qui le freine un peu? Oui. Les blessures aux épaules, parce que moi je suis pris des bras. Mhm. Ok, donc ça, c'est un frein qui vous... D'accord. Alors, attention, quand je dis croyance, on est bien dans l'ordre du psy, hein. Le fait d'avoir une blessure, effectivement, ou de s'être fait des croisés 3 fois, ou d'avoir voilà, une déchirure à un endroit, ben, ça, c'est une blessure. Donc, on ne croit pas simplement qu'on est blessé, on est réellement blessé. Donc, il n'y a pas question de dire que tout est dans la tête, hein. Oui? Ça en a. J'ai l'impression que pour essayer de m'entraîner, j'ai l'impression que je stagne complètement depuis. Ah oui. Et, il y a un truc qui n'arrive pas en fait à synchroniser. Depuis, je me dis que en fait, peut-être que j'habite dans le Paris. C'est ça. Ok. Là, on se rapproche juste d'une vraie croyance où, effectivement, il n'y a pas de raison objective pour ne pas progresser, mais on se convainc peut-être, ou en tout cas, on observe que bah, on ne gagne pas grand-chose, et donc, forcément, il y a moins de progrès, quoi. Ok. Alors, j'en ai répertorié l'une ou l'autre aussi de mon expérience, hein, des gens que j'ai croisés. On ne retient que les premiers. Voilà. Si on n'est pas premier, on n'existe pas, ça ne sert à rien. J'ai accompagné un athlète comme ça qui était dans le top 10 mondial de sa discipline, avec quelques podiums, certaines victoires en manche de Coupe du Monde. Mais s'il n'était pas premier, c'était quelque part un échec total, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a très très peu de chances d'être dans la réussite. Et de manière générale, on est quand même 95% du temps dans l'échec si on considère que bah, être premier, c'est le seul et unique, la seule unique succès possible. Sur la course à pied, la première moitié passe toujours crème, mais qu'est-ce que je ramasse sur la deuxième? Bah, c'est sans doute vrai pour beaucoup de gens, mais c'est pas une fatalité. On peut très bien gérer sa course différemment, on peut très bien adapter un peu son rythme, surtout sur des longues distances. Alors, il y a effectivement toujours un moment où on rentre un peu dans le rang sur des longues distances. Mais si on part déjà avec l'idée que forcément, à partir du kilomètre 21 sur un marathon, on va se cracher, il y a de fortes chances que quand on voit apparaître le 20 sur la montre, les jambes commencent à tirer un peu plus. Bon, là, on est dans l'ordre de la croyance. Après 100 km à vélo, impossible de continuer, je suis cuit. C'est là, elle est magnifique parce que l'expérience, c'est un gars qui me l'a expliqué. Il partait donc avec sa montre, son compteur, tout le bazar, et systématiquement, arrivé à 100 bornes, plus de jus, il se retrouvait à 20-30 bornes de chez lui, et c'était la manière pour rentrer. Et puis un jour, il part sans sa montre, ou non, il la met dans la poche arrière, il ne la regarde pas. Et il roule, et à un moment donné, il s'arrête pour regarder, il est à 140 bornes, et tout allait très bien. Ok. Et donc, c'est vraiment cette idée que, de nouveau, on se convainc qu'après 100 km, on va être cuit. Et donc, bah, dès qu'on a l'information qu'on arrive aux 100 km, ça se transmet aussi aux gens. J'ai peur de faire un malaise dans l'eau quand je vois pas le fond. Ça aussi. Connaissance qui a malheureusement arrêté le triathlon à cause de cette crainte-là. Pour de se noyer, qu'il arrive quelque chose et qu'on ne réalise pas. Alors, on est quand même assez nombreux à avoir participé à un certain nombre de triathlons. Est-ce que quelqu'un ici a connu un décès dans l'eau? J'espère que non, mais c'est arrivé, oui. Ok, mais c'est quand même accident assez rare, quoi. C'est un peu le même principe que le trajet en avion. La peur de l'avion, c'est une peur qui est assez irrationnelle aussi. Ok. Donc voilà, effectivement, c'est pas impossible, mais de là à ne plus participer à des triathlons, bah, c'est qu'il y a vraiment une croyance qui nous bloque, qui nous limite par rapport au risque en cours. Alors attention, une croyance limitante, c'est pas nécessairement une croyance fausse. Effectivement, il peut y avoir un risque d'être cuit après 100 km. Il peut y avoir un risque qu'il arrive quelque chose dans l'eau. Mais ça, la spécificité réside dans le fait que ça nous bloque, ça nous limite, et donc ça contraint quelque part notre pratique. Ça va? Alors, on va repasser à un autre exercice, un petit peu plus long cette fois-ci. Je vais vous donner un top départ. Au top départ, vous allez écrire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, jusqu'au top de fin. Ça va? OK? Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? En chiffres, bonne question. En chiffres de nous. C'est parti, go! Stop. OK.
Qui est arrivé à 10, à 13, 15, 17, 20, 20, ils sont en rouge, madame? À 20? Oui. J'ai écrit 2, mais j'ai pas eu le temps de mettre le 0. Ok, 19 alors. Ouais. Est-ce que quelqu'un est arrivé au-delà de 19? Non, ok. On va recommencer une fois. On est prêt? Go! Top! Alors, qui est arrivé à 19? Qui est arrivé à 20? 21? 22? 23? Quelqu'un à 23? Non? Ok, bon, le chiffre, en fait, je m'en fous un peu. Mais qui a fait mieux que la première fois? Ouais. Non. Et pourquoi vous avez tous fait mieux que la première fois? Je suis plus petit. J'ai vu la taille des traits. Et pourquoi vous avez réduit la taille des traits? Ouais, plus vite. Ok. Et pourquoi il fallait aller plus vite? Vous avez conditionné pour aller plus vite. Comment? Vous avez conditionné pour aller plus vite. Moi, je vous ai conditionné? Oui, d'une certaine manière, oui. Comment je l'ai fait? Demandons les résultats. En demandant les résultats, voilà, déjà avec. En annonçant les résultats plus haut, donc on veut aller plus haut. Vous voulez aller plus haut, parce que moi, j'ai rien demandé, moi. Mais effectivement, vous, sans vous en rendre compte, vous êtes fixé un objectif. Ok. Donc, c'est implicite. Moi, je n'ai pas dit du tout qu'il fallait aller le plus vite possible. J'ai dit qu'il fallait écrire les chiffres. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire mieux. Je n'ai pas dit qu'il fallait battre Madame en rouge. Et vous tous, vous avez quelque part implicitement établi des objectifs. Ok. Et donc, bah, forcément, sans surprise, que transition, ça va nous amener à la question de la fixation d'objectifs, ô combien importante en triathlon. Ok. Alors, j'ai mis quelques exemples ici. On verra peut-être à la fin si c'est ce type d'objectif que vous avez noté. Je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. On reprendra ça. Pourquoi est-ce qu'il est important de se fixer des objectifs, selon vous? Oui, Pour avoir une motivation pour l'entraînement. pour la motivation. Oui, c'est un élément. Ouais, et sur les objectifs ne correspondent pas du tout à des courses, mais plutôt à en état, en bien-être, une forme de. Juste être bien, c'est tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ceux que vous avez fixés? Oui. Ok, c'est très bien. Ok, oui, non. Parfait. On y reviendra après. Mais c'est très bien comme ça. Quoi d'autre? Donc, entretenir la motivation. Oui. Quand on a des objectifs, on sait ce qu'on doit travailler. Ok, donc ça veut dire que ça cadre un petit peu les tâches effectuées. Les entraînements à fixer. Ouais, ok. Émeric, c'est toi qui verras? Ah ouais, mais c'était le plan de saison, donc ça marche aussi. Donc, planification, structurer l'entraînement. C'est ça. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, oui. Ça donne une direction, effectivement. On part pas dans tous les sens. Donc, ça dirige quelque part le plan. D'autres choses encore? Je sais pas si ça rejoint, moi c'était plutôt le style de vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a eu une époque où c'était plutôt dans le style, ce que devait être cadré, et comme ça, en fait, il y avait un peu une ligne directrice. Puis maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, c'était des choses qui me plaisaient particulièrement. J'avais changé, en fait, ma manière. Ok. Et qu'est-ce qui a changé plus concrètement? Concrètement, c'est un sport, des fois, qui était très cadré, donc très structuré, à beaucoup plus de plaisir, en fait. D'accord, ok. Sortir, Ok. m'amuser. Super intéressant, ça on en parlera aussi juste après, de la notion de plaisir, on y reviendra après. Alors, je vais déjà avancer ici. Donc, pourquoi se fixer l'objectif? Effectivement, vous l'avez dit, ça donne une direction claire. Okay. Ça permet de savoir ce qu'on vise, ça oriente l'entraînement, ce vers quoi on va, les choix tactiques, les ajustements, etc. Et ça donne du sens à l'effort aussi, notamment dans des moments difficiles. Ça nous permet de dépasser un petit peu ces moments compliqués et de savoir pourquoi on doit sortir sous la pluie en novembre. Bah oui, parce qu'en mai, il y a tel objet. Bien. Entretenir la motivation, on l'a dit aussi, bah voilà, c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire, hein, mais un objectif stimulant, ça génère de l'engagement et de l'enthousiasme. Et ça agit comme un moteur quotidien, surtout si on le visualise régulièrement. Le fait de l'avoir en tête, de savoir se projeter dedans, etc., c'est intéressant. Bah voilà, pour savoir un peu quel est le sens de ce qu'on est en train de faire dans la préparation. Troisièmement, on l'a dit aussi, ça structure l'entraînement.
Donc, l'objectif, ça permet de planifier à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a un exemple que je donne ici, voilà, passer un cap en natation d'ici 2 mois avec un bloc technique, des séances spécifiques, ça pourrait être l'objectif de monsieur là-bas qui stagne un petit peu en natation, c'est de se dire, voilà, il y a sur telle discipline ou telle partie, je vais mettre plus l'accent sur les 2 prochains mois. D'autres éléments, donc ça améliore la concentration aussi. Donc avoir un objectif clair, ça aide à rester centré et focalisé sur ce qui est important en compétition comme à l'entraînement. Parce qu'on verra aussi que au sein même de la compétition, pendant la course, on peut comme ça voyager, naviguer entre différents objectifs. Et il aide aussi à faire le tri. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me rapproche de mon objectif? Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que c'est vers là que je veux aller? Ça permet de gérer les émotions aussi en situation de stress. Donc, par exemple, des paratriathlons, se recentrer sur des objectifs de processus. On verra un petit peu ce que c'est. Ça peut aider à rester calme et efficace. Ok. Par exemple, je me concentre sur ma respiration plutôt que de sortir de l'eau dans le top 10. Et ça permet d'évaluer les progrès. Et de se dire, voilà, on sait qu'après tel cycle, après telle préparation, telle année, etc., on peut évaluer est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a perdu un peu, est-ce qu'il y a des choses à corriger. Ça va? C'est clair pour vous? Ouais. Mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que c'est bien de dire qu'il faut se fixer des objectifs, mais est-ce que vraiment c'est efficace? Eh bien, là, je fais un petit peu appel à la science, au milieu plus académique, mais en 2024, il y a une méta-analyse, donc une analyse de plein d'autres analyses, en gros, très court, qui a été menée par une chercheuse, donc Katie Garstang, qui portait sur une série d'études qui étudiaient un petit peu les gens qui se remettaient en activité physique. Ok. Avec des objectifs très spécifiques qui étaient fixés sur des périodes qui pouvaient aller de 3 semaines à 24 semaines. Et on observe une différence de 1,11 écart type entre les groupes qui avaient des objectifs clairs et précis et les groupes qui avançaient sans s'être fixés d'objectifs. Alors, je ne suis pas un as de la statistique, mais simplement un écart de 1,11. Ça veut dire que si on prend un athlète au hasard dans chaque groupe, celui qui s'est fixé un bon objectif, il a 75-80% de chance de plus que l'autre d'arriver à un résultat et d'avoir progressé. Okay. Donc, ça fait tout ça pour dire que ce n'est pas juste moi qui sors ça. Avoir un objectif, c'est bien, c'est intéressant. Non, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne bien et on est effectivement plus efficace, plus performant, plus motivé quand on a un objectif qui est clair. Mais comment on se fixe des objectifs? Alors, principe SMART, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça déjà. On voit souvent dans le monde scolaire, l'entreprise, etc. Quelqu'un veut dire déjà ce que c'est? Moi, je l'ai appris dans les études sur. Du coup, SMART, c'est spécifique, mesurable, adapté, atteignable, réalisable et temporel. C'est ça, voilà. Ça, voilà, pour ceux qui connaissent, on passe rapidement dessus, mais pour les étudiants qui sont dans la salle, c'est intéressant aussi. En période de blocus, moi, j'ai pas mal accompagné des étudiants à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Et c'est un élément que je donnais aussi pour pouvoir planifier les blocs d'études pendant le blocus. Donc, effectivement, un objectif, il doit être spécifique. Donc, ça veut dire, je veux courir un marathon en moins de 3h30 et pas je veux me remettre au sport. D'accord? Me remettre au sport, c'est une idée, c'est une bonne résolution, c'est tout ce qu'on veut, c'est très chouette, mais ça n'est pas un objectif. Mesurable, c'est un marathon, c'est pas juste courir, donc c'est 42 km en 95, et en moins de 3h30. Et c'est déterminé. C'est pas juste courir un marathon un jour. Adapté, ça forcément, adapté, je m'avais écrit la liste un peu la même chose, mais ça doit être adapté à vous, à votre niveau, à votre situation familiale, sociale, professionnelle. Voilà, faire un Ironman, on banalise un petit peu, mais c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Quand bien même on serait prêt physiquement, il y a des contraintes logistiques, matérielles, familiales qui sont là. Donc, il faut que ça puisse être à la fois adapté à votre niveau et réaliste par rapport à votre situation. Et surtout, limité dans le temps. Okay. Si je dis je veux courir un marathon en moins de 3h30, mais que je ne dis pas quand c'est, moi j'ai 40 ans, j'ai encore un peu le temps, je suis cool, et ça ne sera peut-être jamais. Okay. Donc, limiter dans le temps, ça permet aussi de se dire, voilà, à un moment donné, on s'arrête, comme je l'ai dit juste avant, on évalue, est-ce que ça a été, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que j'ai atteint un objectif, est-ce que je ne l'ai pas atteint, sinon pourquoi, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer, etc., etc. Ça va. Et enfin, on n'y pense pas souvent, mais les formuler positivement. Okay.
Trop souvent, on entend l'objectif, c'est ne pas prendre de poids, ne pas flancher au 30e kilomètre du marathon, ne pas paniquer dans l'eau. Je reviens avec cet exemple-là. Ne pas abandonner, par exemple. Mais le problème, c'est que quand on formule un objectif par la négative, on immisce déjà dans l'esprit l'idée que abandonner, plancher, paniquer pourrait déjà être présent. Ok. Et donc, on active déjà quelque part un circuit. Un exemple très simple qu'on voit dans le film Le Petit Mouchoir, je peux vous souvenir. Si je vous donne la consigne de ne pas penser à éviter de penser à votre respiration, vous allez tout doucement vous dire ah oui, en fait, comment je respire, ou, vous voyez? Donc, voilà, ça, c'est un objectif qui est formulé négativement, ça ne fonctionne pas bien, quoi. Pareil, si je vous dis ne pensez pas à la musique Bella Ciao, voilà, vous allez y avoir en tête. C'est bon, maintenant. Non, remerciez pas. Ça va? Donc, principe SMART, pardon. Premier élément pour savoir comment se fixer un objectif. Deuxième chose, les objectifs, ça peut être à long terme. Donc, à long terme, ça peut être le qualifier pour le championnat du monde. Ça peut être finir mon premier triathlon longue distance avant la fin de la saison. Développer une routine mentale efficace et qui m'aide, par exemple, au cours de l'année. Ça peut être à moyen terme, améliorer mon temps de 400 mètres nage libre, de 10 secondes avant la fin juin, par exemple. Participer à une course de préparation, maîtrisant ma stratégie et mon alimentation. Réussir à enchaîner des séances spécifiques pendant les 6 prochaines semaines, par exemple. Voilà, je balance ça comme ça. Il y en a, la seule limite, c'est votre créativité. Il y a plein d'idées. Mais c'est l'idée d'avoir des perspectives vraiment à long terme, à moyen terme, et puis à plus court terme, peut-être semaine par semaine. Par exemple, voilà, cette semaine, je respecte mon plan nutritionnel, je fais vraiment attention à ce que je mange, et je me fixe ça juste pendant une semaine. J'intègre 2 séances de gainage de 15 minutes, ou bien je fais attention à mon sommeil en me couchant avant 22h30, au moins 4 fois cette semaine. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée d'avoir de nouveau un panel qui soit assez large. Un objectif, ce n'est pas juste une course. D'accord? Et enfin, je vais un petit peu évoquer juste avant plusieurs types d'objectifs aussi. On a des objectifs donc de processus. Okay. Je pense à ma position sur le vélo, je pense à allonger ma foulée, à poser ma nage, à faire de bons mouvements. Et on est vraiment centré sur le mouvement, sur ce qu'on a à faire en tant qu'athlète, au niveau technique, au niveau respiration, etc. Objectif de performance, donc descendre sous les 1h30 au SMI, faire un DO en moins de 3 heures, par exemple. Donc performance de soi à soi, simplement par rapport à un temps, par rapport à une course donnée. Et enfin, objectif de résultat. Là, on est plus dans peut-être soit du haut niveau, mais pas nécessairement. Par exemple, je sais que moi, à un moment donné, je me disais, je veux être dans les 10% de tête de la course. Ça, c'était un peu mon repère si j'ai fait une bonne course ou pas. Ou être dans la première moitié du classement. On trouve parfois ce type d'objectif aussi. Encore. L'idée, de nouveau, c'est toujours d'avoir un faisceau d'objectifs très variés, très différents, pour quand il y en a un qui ne va pas, on peut se pencher sur l'autre, on peut retrouver de la motivation, comme on le disait juste avant, c'est à ça aussi que ça sert. On peut retrouver une forme de motivation, de persévérance, voilà, on continue malgré tout à s'entraîner, on continue la course, on n'abandonne pas, parce qu'il y a un objectif qu'on a dû lâcher, il y en a d'autres sur lesquels on peut se raccrocher. Ça va. On a perdu le groupe de tête dans l'eau, pas grave, on se ressent sur sa nage, sur son rythme, et on limite la casse en pensant à autre chose qu'au placement qui nous a échappé. Ça va? Voilà ce que je viens de dire. Alors, ça, c'est un petit outil que je mets à votre disposition. Je ne l'ai pas mis en téléchargement, mais je pourrais vous l'envoyer après si vous voulez. C'est un outil avec lequel je travaille assez bien quand j'ai des athlètes qui préparent des compétitions et qui permet justement d'avoir une panoplie comme ça d'objectifs. Alors, l'idée, c'est d'inscrire l'objectif principal, évidemment, de la course sur la première ligne verte, hein, donc cet endroit-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Là, voilà. Ça, c'est votre objectif. OK? Par exemple, le semi, j'ai armé en moins de 5h30. J'invente. Et puis, ben, ça, c'est un peu on-off. Soit on l'aura atteint, soit on l'aura pas atteint. D'accord? Mais une possibilité peut-être que pour qu'on ait une bonne surprise ce jour-là. Et puis, et que donc, on réalise ce qu'on appelle une performance. Qu'est-ce qui serait une performance pour moi? À partir de quand je serais vraiment surpris, je me dirais, waouh, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. 5h20? Pourquoi pas? On peut aussi définir qu'est-ce qui serait un exploit. Okay. Là, le truc, c'est inespéré, mais pourquoi pas?
Si je décroche le top 5 de ma catégorie, je me qualifie, c'est un petit bonus, pourquoi pas. C'est pas attendu, mais si c'est là, je prends, quoi. Et à l'inverse, dans le négatif, qu'est-ce qui serait une déception? Ouais, oui, si je fais 5h38, voilà, ça va me faire chier, quoi. Pas la cata, il y a des facteurs que je peux expliquer, il y a toujours l'incertitude des gens du jour, etc. Mais enfin, je serais un peu déçu. Qu'est-ce qui serait une remise en question? Ouais, oui, là, si je fais plus de 6 heures sans grille de pépin, c'est que il y a un truc qui a foiré dans la prépa ou que je n'ai pas donné ce que je devais donner. Ok. Et enfin, qu'est-ce qui serait un échec? Voilà, abandonné ou peu importe. C'est une grille qui a été utilisée, je dois lui rendre ça, par Hélène Scoop, une collègue du CAPSI, qui travaille principalement avec des athlètes en sport collectif et avec les relais, les Belgian Cheetah aussi. Et elle utilise beaucoup ça, notamment avec les Belgian Cats quand elles ont été championnes d'Europe. Et tout un travail préparatoire au championnat où, voilà, collectivement, elle devait définir pour l'équipe, ce serait quoi en fait un objectif, c'était le dernier carré, performance, ce sera la fin de la finale et l'exploit serait de gagner le tournoi. Voilà. Donc, ça permet alors, à quoi ça sert, vous allez me dire, c'est surtout pour l'après, pour l'analyse, de se dire, on remet un petit peu d'eau dans son vin. Si on arrive en consultation après la course et qu'on me dit, ouais, je fais 5h33, c'est de la merde, j'ai vraiment foiré mon truc. Ben non, en fait, ça aurait pu être bien pire. Il y a d'autres niveaux d'échec que celui que tu me décris là qu'on peut analyser. Ok. Donc, ça permet de mettre un peu en perspective la notion, en tout cas, de performance, de réussite, d'échec, et ainsi de suite. Ça va? Est-ce que c'est OK sur les... Oui? Pas trop fan du mot échec. Oui? J'appelle plus ça une tentative. D'accord. OK. Si ça foire quelque part, il y a toujours une leçon de soin derrière ça. Mhm. Moi, j'utilise pas ce mot. D'accord. Voilà, c'est personnel. OK. Je préfère dire bon, je l'ai testé, que je l'ai essayé. C'est ça. Et on réitère après. Voilà. OK. L'échec, c'est quand même dur. Pourquoi c'est dur, l'échec? Ceux qui se mettent des objectifs, souvent, et qui n'y arrivent pas, peut-être, sont déçus ou se remettent en question. Moi, j'estime que c'est justement un apprentissage. Peut-être aussi prendre une conscience sur soi-même, Mhm. se découvrir à cette partie. Ouais. Donc, ouais, je l'utilise plus comme un apprentissage. Ouais. Alors, j'entends, et effectivement, c'est un mot qui n'est pas neutre, je crois. Mais c'est peut-être ma déformation de psy, c'est que j'ai pas trop de tabou. Et moi, j'ai pas de souci à nommer un échec un échec. Après, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est qu'est-ce qu'on en fait, effectivement. Si on dit on s'est juste planté et on abandonne, bah oui, ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, c'est OK, il y a eu un échec. À l'école, c'est pareil. Hein. Des échecs à l'école, ça arrive. Moi, j'ai foiré à 5e secondaire, j'ai pas réussi à seul cours, par exemple. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Donc, comment on rebondit, comment on analyse l'échec, c'est à quoi sont attribués, comment est-ce qu'on attribue les causes de cet échec-là ou de cette tentative-là, si on peut dire dans la tentative. Euh, Moi, je pense qu'une tentative peut mener à du succès ou à un échec ou une réussite partielle ou totale, ou peu importe. Et dans tous les cas, il faut pouvoir analyser et comprendre et effectivement mettre en place des stratégies pour poursuivre, pour s'améliorer et perfectionner quand c'est possible. Mais effectivement, je sais que c'est un mot qui n'est pas tout à fait neutre. Pour le reste, c'est OK sur les objectifs? Ouais. Alors, on va passer à un autre concept un peu théorique, qui va un peu nous fasciner, enfin, on essaiera d'être un petit léger. La question de la motivation. Ok. Alors, pourquoi évoquer, enfin, d'abord, la définition de motivation, que vous connaissez peut-être déjà, c'est un processus psychologique, bien sûr, donc on est en plein dans l'aspect psycho du sport, qui initie, qui fait en sorte qu'on se mette en mouvement, qui dirige, donne la direction dans laquelle le mouvement s'opère, et qui maintient. Il n'y a pas juste un petit bond, mais on se met en mouvement et on poursuit, on avance, on continue et on est actif. Donc, ça initie, ça dirige, ça maintient un comportement orienté vers un but. C'est la définition la plus communément admise dans les théories psychologiques de la motivation, qui vient donc de Vallerand et Kiel, et qui date un petit peu maintenant. La motivation, elle varie en intensité et en type. On va y venir. On peut être très fort motivé, un peu motivé, motivé par l'une ou l'autre chose, etc. Je vais un peu plus loin là-dessus après. Et
les théories de la motivation sont basées sur les théories de l'autodétermination de Deci et Ryan. Je vais expliquer ce que c'est après. Pourquoi? Je vous fais un cours de psycho un peu théorique. Parce que ces concepts-là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma pratique clinique, avec les patients que j'ai dans mon bureau, je dois très souvent prendre le temps d'expliquer ces différents types de motivation. Pourquoi on est motivé? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait son sport? Ça va? Donc, la théorie de l'autodétermination, elle fait figure d'autorité, comme je l'ai dit. Elle postule que le comportement humain, il est basé sur trois besoins de base. Ces trois besoins de base, c'est quoi? C'est la compétence, l'autonomie et l'appartenance. Ok. Ça veut dire que l'être humain, il va chercher à investir des activités dans lesquelles il se sent compétent, dans lesquelles, donc, voilà, fort, dans lesquelles il se sent capable, dans lesquelles il perçoit qu'il a de l'autonomie, très important. Ceux qui ont des enfants ici, vous savez à quel point c'est important de favoriser leur autonomie, pas faire leur place, etc. C'est comme ça qu'ils se construisent le mieux. Et des situations dans lesquelles ils se sentent appartenir à un groupe social, quel qu'il soit. D'accord? Ce postulat, ça peut expliquer, par exemple, le succès qui est plus à démontrer des formules comme « je cours pour ma forme ». D'accord? C'est un succès retentissant, il y a plein de gens qui y vont, qui n'ont jamais couru sans ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement bien foutu que ça répond très spécifiquement à ces trois besoins. On démarre parfois de zéro, on alterne marche et course, cette distance très courte pour démarrer. Et donc, très vite, on peut se sentir compétent, même si on n'a jamais couru. Okay. Il y a, je crois, une séance par semaine et 2 séances à faire chez soi, si je ne me trompe pas. En soi, c'est voilà, ouais, c'est ça. Mais il y en a à faire en présentiel et puis d'autres ici. Donc, ça veut dire qu'on a une forme d'autonomie sur l'investissement qu'on y met, à quel moment on le fait, etc. Et l'appartenance sociale, ben ça, c'est, je crois, l'argument qui est le plus avancé par les gens qui vont là-dedans, c'est qu'on a un groupe, on est ensemble, on se retrouve, et donc c'est forcément beaucoup plus stimulant. Voilà. OK. Alors, encore un modèle un peu théorique. Les facteurs sociaux, donc les succès qu'on a connus, les échecs qu'on a connus, la manière dont c'est construit en tant qu'individu, le fait d'avoir un passé sportif ou pas, va influencer la manière dont on perçoit les trois besoins dont je décris. La situation de compétition ou de coopération aussi, le fait d'être en compétition contre d'autres, ou à l'inverse, on se soutient, on s'attend, on court ensemble, etc., va aussi influencer la compétence perçue, l'autonomie perçue et l'appartenance perçue. Et enfin, le comportement des entraîneurs. Je n'ai pas demandé tantôt, est-ce qu'il y a des coachs dans la salle? Donc, les comportements des entraîneurs donc, vont aussi favoriser ou, à l'inverse, défavoriser le sentiment qu'on a de se sentir compétent, autonome et appartenant à un groupe. Ces besoins-là, ils vont influencer ensuite le type de motivation. Ça, je vais expliquer un peu plus en détail ce que c'est après. On verra qu'il y a plusieurs types de motivation. On va voir si on est motivé intrinsèquement par la tâche, donc par le fait de s'entraîner ou de faire du triathlon. Si on est motivé de manière extrinsèque ou si on n'est pas motivé du tout. Okay. Et le type de motivation, on le verra aussi, influence, a des conséquences sur les affects, comment on se sent émotionnellement. Est-ce qu'on se sent heureux, épanoui, bien? Est-ce qu'on est stressé dans l'entraînement, etc. C'est une charge, c'est une pression, ou est-ce qu'on le vit très bien? Ça influence, alors ça c'est un mot qui est traduit de l'anglais, sportiveness, qu'on pourrait résumer par la joie qu'on a à pratiquer son sport, et la persistance. Donc, est-ce que quand c'est difficile, je poursuis ou pas? Okay. Donc, si vous avez bien suivi, le slide qui suit, c'est juste cette partie-là. Okay, donc la partie motivation intrinsèque, extrinsèque et amotivation. C'est un modèle vraiment qui est très courant de nouveau dans l'étude en psycho. On a donc différents degrés de motivation. On va démarrer en bas avec ce qu'on appelle la motivation, l'absence de motivation. Bah, fort logiquement, si on ne se sent pas compétent, on ne se sent pas autonome, en plus il n'y a personne qui m'attend à la salle, etc., ce n'est pas un besoin pour moi, bah, je ne vais pas aller m'inscrire à un club de triathlon. Rester chez moi, Netflix, je fais autre chose, mais je ne vais pas au triathlon. Il y a une absence totale de motivation. Alors, attention que on peut avoir des gens qui restent chez eux, qui ne vont pas au club, mais qui pour autant se disent, c'est quand même bien que j'y aille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée. Okay, donc ça, c'est autre chose. Et puis, on peut avoir une motivation extrinsèque, donc qui vient plutôt de l'extérieur, avec différentes sorties.
on a ce qu'on appelle la régulation externe. Ça, c'est typiquement la personne qui va faire son sport juste parce que, je sais pas moi, elle a un rencard dans le club de sport et c'est la seule raison pour laquelle elle y va, quoi. Ok. Voilà. Ou alors un enfant qui va faire ce qu'on lui a demandé juste parce qu'on a promis une pièce à la fin. Ok. C'est une motivation qui est qui est très extrinsèque, très extérieure. Si on retire la récompense ou la punition, le comportement disparaît. Ok. Il suffit que la fille ou le gars sur qui on a des vues arrête le triathlon, on se met à autre chose et hop, on va se mettre à autre chose aussi. D'accord? C'est très externe. Pardon. La régulation introjectée, c'est autre chose. On n'a pas besoin d'avoir un gars ou une fille sur laquelle on a des vues, mais par contre, on fait l'activité, on va courir, on va s'entraîner, parce que si on ne le fait pas, on se sent un peu mal. On se sent culpabilisé, je vais devenir gros. Il y a trop de conséquences négatives à ne pas y aller, mais qui sont propres à soi. Ok. Je me sens vraiment nul si je ne vais pas. Cette semaine, je n'ai pas été, je me sens vraiment nul, je vais trop bête, je vais éclater, etc. C'est une motivation qui est pas géniale parce qu'on est toujours dans une forme de négativité comme ça. Alors oui, on est content une fois qu'on l'a fait, mais que c'est dur d'y aller. Ok. En psychanalyse, on parlerait d'une hypertrophie du surmoi. On y va pour ne pas se flageller. D'accord. Ensuite, on a une régulation qu'on appelle identifiée. Régulation identifiée, c'est le sport, je perçois bien que c'est important, euh, c'est sympa, c'est classe, ça fait du bien. Voilà, je commence à me dire que ça peut faire partie de ma vie, quoi. On valorise assez bien le fait de faire du triathlon, d'aller courir, ou peu importe ce qu'on fait. On met ça toutes les sauces, hein. Ça peut être pour aller faire de la peinture, ou suivre des cours. C'est pour toutes les disciplines et pour tout ce qu'on fait. La régulation intégrée, là, c'est vraiment quand on a intégré le fait qu'on a intégré à soi, à l'image de soi, le fait d'être un sportif. Et moi, je ne m'imagine pas autrement que quelqu'un de sportif qui prend soin de lui, qui fait du sport, qui va courir, etc. C'est pas autrement. Donc, on a toujours fait ça, j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Voilà, ne pas y aller, ce serait pas concevable en fait dans ma personnalité. Ça va. Mais on est toujours sur quelque chose d'assez extrinsèque, extérieur. Et enfin, motivation intrinsèque, ça, c'est juste quand on adore le faire. Voilà. Moi, j'adore aller courir, le long du halage, dans les bois, je kiffe sentir mes pieds sur les feuilles, c'est une sortie vélo, au coucher du soleil, c'est génial. Voilà. Là, on est dans le pur plaisir. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu la notion que monsieur expliquait tout à l'heure, d'avoir basculé d'un truc très structuré où il faut, je dois, etc. Ah, maintenant, en fait, j'y vais parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien d'y aller. On pourrait dire que vous êtes passé de quelque chose de régulation introjectée, parce qu'en soi, sans doute que personne ne vous obligeait de faire du triathlon, mais par contre, En fait, on fait la ligne depuis 5 ans. Je suis et ouais. on fait la ligne des 5 dernières années. En fait, à part la motivation, si, avant de vouloir faire du triathlon, je ne suis pas très motivé. Et en fait, c'était la régulation externe de mon frère, pourquoi pas. Puis en fait, au fur et à mesure, non. Ça me... Belle évolution. Ouais. Alors, quand on lit ça, ça veut dire aussi que pour les coachs, un jeune qui s'entraîne de manière un peu nonchalante, qui ne donne pas tout ce qu'il a à l'entraînement, etc., il est faux de dire qu'il n'est pas motivé. Donc il y a zéro motivation. S'il est sur la piste, c'est qu'il y a un minimum une motivation, elle est peut-être très extrinsèque, peut-être que c'est son père qui lui a botté le cul pour qu'il vienne, mais il est quand même minimum motivé de manière externe. Sinon, il n'est pas là. Ça va? Alors, encore une dernière théorie, après je vous fous avec la théorie sur la motivation, mais de nouveau, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes consultes. C'est la théorie des buts d'accomplissement. On dit pourquoi on fait ce qu'on fait. D'accord? On a évoqué un petit peu le panel juste avant, mais ici, celle-ci, elle date des années 80. Elle permet aussi de mieux comprendre ce qui nous anime dans la pratique d'une activité, de nouveau, quelle qu'elle soit. Hein. On parle de triathlon ici, mais ça peut être autre chose. Et donc, il représente la raison pour laquelle une personne s'engage dans une tâche, et ça permet de comprendre comment la motivation émerge et se manifeste dans un contexte donné. Ça, c'est pour la définition, je dirais, purement théorique. Et donc, on voit qu'il y a deux sortes d'orientation motivationnelle. La première orientation motivationnelle, c'est on va être orienté vers la tâche. Et ça veut dire que ma réussite, je l'ai définie comme quelque chose que je maîtrise personnellement, quelque chose que je réussis à faire. Et je parviens à courir 10 km ou à faire un marathon en 3h30, etc. Donc, je suis orienté vraiment sur quelque chose que moi, je maîtrise.
La motivation, donc, va être basée sur la notion d'apprentissage, d'amélioration, d'effort. C'est ça qui va nous guider, qui va nous driver. Cette motivation, elle favorise très clairement la persévérance, le plaisir et l'autonomie. On se sent beaucoup plus autonome, on va prendre plus de plaisir, en tout cas, c'est ce que les recherches montrent. Ce type de motivation est associé à beaucoup plus de plaisir, de persévérance et de motivation que l'autre type d'orientation. L'autre, c'est vers l'ego. On a vers la tâche, d'une part, il y en a vers l'ego. L'ego, ce n'est pas le terme le plus facile à capter, selon moi. On pourrait dire que c'est, pour vulgariser un peu, c'est orienté vers la compétition. La réussite, ça va être meilleur que les autres. D'accord. Ça va être basé sur la comparaison sociale. Je vais me comparer aux autres pour voir s'ils sont meilleurs, si je suis meilleur qu'eux, et c'est ça qui va importer en fait dans ma discipline. Peu importe que mon marathon soit couru en 3h30 ou en 4h, tant que je suis devant Bastien, moi ça me va. Ok. Et donc, c'est très fragile parce que si Bastien est en forme ce jour-là, ben, moi pour moi ça foire. Ok. Donc c'est très très dépendant en fait du niveau des autres, il y a beaucoup moins de maîtrise et beaucoup plus d'incertitude par rapport à ce type de motivation. Ça commence tout petit, hein. Dans les écoles, pareil. Hein. J'ai battu un tel au foot, ou je cours plus vite que machin, etc. Oui, d'accord, mais concentre-toi sur ta foulée et ta technique. Moi, j'ai un gamin de 9 ans, il a fait quelques jogging quand il court. Il ne regarde pas devant lui, il regarde autour de lui, voir où sont les autres, en courant, quoi. C'est effrayant. Ouais, on s'en fout des autres, t'es 66e. Mais il regarde, quoi. Il est très fort là-dedans, et je pense que. Bon, les coordonnées peu mal chaussées, j'en sais rien, mais. Je pense qu'il baigne dans un monde ultra compétitif aussi, où la compétition est partout. Il y a qu'à regarder Netflix, le nombre de reportages sur les compétitions, les athlètes, machin, c'est assez incroyable. Je les regarde, hein, j'aime bien. Mais c'est omniprésent, la compétition. Et donc, avant l'adolescence, en fait, la notion de compétition, elle n'a quasi pas existé. Hein. C'est du plaisir, c'est de l'apprentissage, c'est de la technique, c'est du jeu, c'est apprendre à apprivoiser ses mouvements, etc. Ça doit vraiment être centré là-dessus. Donc ça, c'est les types d'orientation motivationnelle que peuvent avoir les gens par eux-mêmes. Je m'adresse ici aux coachs, aux futurs coachs. Les recherches ont montré aussi que dans les groupes sportifs ou dans les groupes classes, par exemple, il y avait ce qu'on appelle des climats motivationnels. Okay. Et donc, on peut très bien favoriser un climat qui est orienté vers la tâche, un climat de maîtrise, où l'important, c'est que chacun progresse à son rythme, c'est qu'on s'entraide, c'est que voilà, qu'on soit attentif au bien-être, à la motivation autonome de chacun, que chacun prenne du plaisir à venir à l'entraînement et à faire ce qu'il fait. Ça, c'est un climat de maîtrise orienté vers la tâche. À l'inverse, on peut avoir des clubs dans lesquels il y a un gros climat de performance, okay, où là, très clairement, l'accent est mis sur la réussite, sur la compétition, sur le résultat, sur le classement, et donc on va renforcer la comparaison et la pression sociale. De nouveau, les recherches montrent que ça peut générer de l'anxiété et une baisse de motivation pour peu qu'on ne soit pas dans le meilleur. Okay. Que ce soit dans les écoles de jeunes, dans les clubs plus adultes ou orientés compétition, on observe aussi, hein, ça veut dire, quand on est dans le triathlon, c'est pas un grand monde. On sait qu'il y a des clubs qui sont plus orientés sur la dynamique sociale, on se retrouve ensemble, c'est le club où on fait des sorties, mais ça a parfois un prétexte pour faire un barbecue après. Et puis il y a d'autres clubs où on enchaîne les résultats sur tous les podiums et on est là pour performer. De nouveau, moi je dis pas qu'il y a un qui est mal ou un qui est bien. Il faut que chacun se retrouve par rapport à son profil motivationnel aussi. Et, voilà, il faut tout pour faire un monde, de toute façon. OK. Et donc, le type d'orientation motivationnelle, je l'ai déjà évoqué, il a des impacts sur le bien-être et sur la performance. Ça, on va prendre un petit temps quand même pour t'arrêter là-dessus. Je surveille l'heure quand même, parce que ça avance. Rapidement, sur le bien-être, une motivation orientée vers la tâche, les recherches montrent que c'est associé de manière prouvée, hein, à plus de plaisir, à plus de satisfaction, à un sentiment de compétence autodéterminée. Donc, on va plus soi-même se sentir compétent dans la tâche que si on est comparé aux autres, et à moins de stress, moins de pression. J'entends aussi beaucoup de gens qui disent mes athlètes sont stressés. Je crois que 50%, c'est pas plus, des consultations, c'est des jeunes ou des gens qui viennent en disant à l'entraînement, c'est nickel, ça va très bien. Et le jour de la compète, tout s'effondre, je suis moins bon. Et même des sports sérieux, quoi. Donc voilà, motivation vers la tâche, on est quand même sur quelque chose de plus léger à vivre. Et donc ça favorise une motivation intrinsèque et une pratique sportive durable, comme on l'a vu. À l'inverse, motivation orientée vers l'ego, au niveau du bien-être, ça va être associé à une plus grande anxiété de performance, à une peur de l'échec,
à un moindre plaisir perçu, à un risque accru de burn-out, surtout quand les résultats ne suivent pas. Et donc, les effets négatifs sont amplifiés quand l'athlète doute de ses compétences. Donc, on voit que pour le tableau, il n'y a pas photo. Et les effets sur la performance, me direz-vous, parce qu'on n'est pas là que pour être dans sa peau, on est là pour faire performer aussi. Si on a une motivation orientée vers la tâche, ça favorise une amélioration continue, la persévérance et l'engagement à long terme. L'individu est plus résilient en cas d'échec. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la notion d'échec. Là, il va chercher à apprendre, à s'améliorer, pas seulement à prouver sa valeur. C'est associé à une meilleure qualité d'effort, à une stratégie adaptative qui est centrée sur la maîtrise, et on peut améliorer les performances de manière durable, notamment dans les sports d'endurance. OK? Alors, comme je disais, tout n'est pas noir du côté de la motivation vers l'ego, parce que ça peut aussi améliorer la performance à court terme si la personne a un haut niveau perçu de compétences. Pour faire bref, je dirais que l'idéal, ça reste d'être motivé par la tâche, par l'apprentissage. Et quand on est à un niveau de compétitivité important, c'est important aussi d'avoir envie de bouffer l'autre. Ça peut permettre d'avoir le coup de rein supplémentaire ou la niaque pour aller chercher ce top 10, etc. Parce que bah, s'il n'y a pas du tout d'orientation, s'il n'y a pas du tout de motivation pardon, orientée vers l'ego, on ne va pas aller chercher les places et on n'est pas dans la compétition. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça dépend de nouveau de quel point de vue on se place. Ça va? Cela dit, de nouveau, dans l'expérience, au niveau des gens qui consultent un psychologue parce que c'est compliqué en sport, il y en a quand même beaucoup qui sont orientés presque uniquement vers le regard des autres, l'ego, etc. Ça va? Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire par rapport à la question de la motivation. La comparaison n'est donc pas intrinsèquement mauvaise, mais il y a un mais, évidemment. La comparaison est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous joue des tours. On va arriver dans une partie un peu plus ludique. Ceux qui connaissent le truc ne disent rien. Qui ici voit la robe en noir et bleu? Qui la voit en blanc et doré? Vous? Oui? Donc au moins un? Ok. Parfois, ça dépend un peu de l'écran, mais parfois on est sur du 50-50. C'est une image qui circulait un peu sur Facebook il y a quelques années, où voilà, une robe qui faisait un peu débat, et certains la voyaient en blanc et doré, d'autres en noir et bleu. Ça veut simplement dire que voilà, le cerveau perçoit des choses de manière différente. Ok. Alors, lisez cette phrase, dites-moi ce que vous observez. Bien. Qui l'avait vu? Personne? Ok. Ça me dit aussi que le cerveau humain, il est très bien foutu. C'est une machine qui fonctionne vraiment à l'économie. Il va sélectionner les informations dont il a besoin et virer ce qui est inutile. Ici, sans doute qu'il a rapidement dit qu'il y avait deux queues, mais on lit, on fait attention, et très vite c'est mis à la poubelle parce que ce n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase, ce n'est pas utile. Et donc, il y a des sélections qui s'opèrent, des choses qui se font. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'analyse du fonctionnement. Je vais vous demander pour la vidéo qui suit, pour ceux qui l'auraient déjà vu, de ne rien dire. Okay. Et pour tout le monde, de compter le nombre de passes que se font les joueuses de l'équipe qui jouent en blanc. Okay. Donc, nous avons une vidéo avec les joueuses qui se font des passes avec une balle. Comptez le nombre de passes que se font les joueuses de l'équipe en blanc. Ça va? Times the players wearing white pass the ball. Combien de passes? 15? Ah oui, c'est écrit, ouais. J'ai raté mon truc. Je n'étais pas tout à fait raté. Qui a vu le gorille qui traversait la pièce? Qui ne l'a pas vu plutôt? Vous n'avez pas vu le gorille qui traversait la pièce? On la remet?
This is just a selective attention. Count how many times the players wearing white pass the ball. Et là, pas discret en plus. Et est-ce que vous avez remarqué? Et est-ce que vous l'avez vu là? Et est-ce que vous avez vu que les rideaux changent de couleur et qu'il y a une de l'équipe noire qui disparaît? Oui. Donc il y a plusieurs. En fait, la vidéo commence à circuler depuis pas mal d'années. Moi, je l'ai vu au cours en 2000, avant 2009. Et donc, ils ont une nouvelle version avec d'autres paramètres qui changent pour ceux qui le résument. Et donc voilà, c'est assez impressionnant parce que, effectivement, le gorille n'est pas furtif, quoi. Il se promène à son aise, il s'arrête au milieu de l'image, personne ne le voit, enfin, pas grand monde le voit en tout cas. De nouveau, ça nous montre un petit peu la capacité du cerveau à sélectionner des informations qui sont pertinentes. Alors, pertinentes, pas nécessairement pour accomplir l'objectif. Qui sont pertinentes pour assurer son économie du fonctionnement. Ça, c'est hyper important comme nuance. Okay. Sinon, on serait tous super efficaces, on serait tous super champions. Mais le cerveau, il veut fonctionner à l'économie. Il veut utiliser des raccourcis, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que la comparaison, on en a parlé, hein, motivation rencontrée avec l'ego, le fait de se comparer aux autres, de regarder les temps, etc., bah, c'est une arme à double tranchant. On va voir, alors il y a encore un petit truc d'optique ici, ça fait pas que ça tourne, en réalité ça ne tourne pas. Donc, il existe ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il y en a toute une série, je ne sais pas combien, assez bien, qui sont tous très bien documentés par la recherche. Moi, j'en ai retenu quelques-uns ici. Il s'appelle notamment le biais de disponibilité. C'est la tendance qu'on a à juger donc, en fonction des informations les plus facilement accessibles dans notre mémoire. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas chercher à aller contredire ce qu'on pense. Si par exemple, je suis prof dans une classe, j'ai un élève qui est un peu turbulent, etc., je me fais l'image de qui est turbulent, mon cerveau va avoir tendance à aller rechercher ou notifier des comportements qui me confirment que ce gamin est turbulent. Ok. C'est ça, donc tendance à juger en fonction des infos plus facilement accessibles. Je viendrai après par rapport aux réseaux sociaux, hein, parce que c'est à ça que je veux en venir. Vous voyez venir de loin, évidemment. Et donc, ça veut dire aussi que si on passe son temps dans les courses les week-ends, qu'on va à l'entraînement 2 ou 3 fois semaine, qu'on va à la piscine le matin avant d'aller au bureau, et puis quand on scrolle son téléphone, on est abonné à 50 000 pages qui parlent de triathlon, etc., on va être quelque part noyé d'informations qui nous disent que les gens sont sportifs, d'accord, et que les gens sont forts, et qu'ils sont performants, etc. Et donc, on va inconsciemment, automatiquement, aller confirmer des croyances et sélectionner des informations qui sont facilement disponibles. On ne va pas fermer l'application, quitter l'entraînement et aller ouvrir un livre sur l'épidémiologie, l'obésité en Belgique. On ne va pas aller chercher cette info-là. Ça, c'est trop énergivore pour nous. Okay. On va rester dans ce biais-là. Okay. Le biais de confirmation, je crois que je me suis un peu mêlé les pinceaux, mais je l'ai évoqué aussi. C'est la tendance donc, à favoriser, à rechercher et à interpréter des informations de manière à confirmer nos croyances ou les hypothèses qui préexistent. Okay. Donc, ça veut dire que si j'ai l'impression d'être nul et de ne pas être quelqu'un de particulièrement sportif, même si je cours 2 ou 3 fois semaine, par exemple, je vais sélectionner ces informations qui confirment ça. Je vais aller regarder les performances des autres qui sont meilleurs que moi. Je vais retenir les parents d'école que j'ai vu courir le long de Meuse, par exemple, qui sont plus vite que moi. Je vais pas retenir que pendant ce temps-là, il y en a plein d'autres qui ne couraient pas. Okay. On va vraiment aller rechercher ces infos-là qui confirment ce qu'on veut. Alors tout ça est amplifié, évidemment, c'était préexistant aux réseaux sociaux. Hein. Ce n'est pas les réseaux sociaux ici, hein. C'est des biais qui existent dans la vie de tous les jours, dans les classes, etc. Mais il y a un effet de bulle sociale. Forcément, si on va tout le temps au triathlon, on va être entouré de gens qui font du sport, donc c'est une bulle sociale, et ce réseau de bulle sociale il est amplifié par les réseaux sociaux, justement. Donc les réseaux, ils ont principalement une fonction d'amplification. Ils ne créent pas un biais, ils ne créent pas quelque chose, ils l'amplifient. Ça va? Est-ce que c'est clair? Parce que moi-même, je ne l'explique pas très bien, mais c'est clair pour tout le monde?
Ouais. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un billet d'angle mort. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un billet selon lequel, si nous-mêmes on est conscient qu'il y a des billets de confirmation, des billets de sélection, etc., on va penser qu'on est immunisé, maintenant c'est bon, on l'a appris, M. Masson nous a dit que, donc maintenant on va faire gaffe. En fait, on a beau connaître tous les billets cognitifs du monde, on y est quand même soumis. Pourquoi? Parce que le cerveau, de nouveau, la plupart du temps, il est en pilote automatique et automatiquement, il va continuer à avoir ces billets-là. Ça va? Donc, le fait de le savoir, malheureusement, ne vous prémunit pas de les vivre et d'en être un peu victime. Donc voilà, les réseaux, vous les connaissez, hein, Facebook, Strava, Garmin Connect, ce genre de choses. La fonction, c'est de comparer un peu ses performances, ses temps, la comparaison sociale, et d'aller chercher de la reconnaissance à travers les kudos, les likes, etc. C'est un petit peu les deux fonctions principales de ces réseaux-là. Ça peut susciter une forme d'émulation, de nouveau. Moi, je suis pas en tout cas, j'espère ne pas être un vieux réactionnaire, un vieux con qui dit ouais, c'est mauvais, etc. Non, ça peut être très chouette. Voilà, il y a un groupe sur lequel on partage ses activités, on donne rendez-vous pour aller courir. Tout ça, c'est le côté très positif, c'est très bien. Mais attention, il y a des recherches qui sont effectuées sur le réseau social Strava et qui montrent que on suit majoritairement tous des athlètes qui sont en moyenne plus forts que nous. Je ne m'explique pas pourquoi, mais c'est un fait. Et on va toujours être abonné à des pages d'athlètes qui sont. Alors, ça ne veut pas dire que tous les athlètes qu'on suit sont plus forts que nous, hein, mais si on va faire mesurer notre niveau par rapport aux athlètes qu'on suit sur Strava, majoritairement, on suivra des athlètes qui sont plus forts que ce qu'on est. Et donc, ça veut dire qu'on a un phénomène d'accentuation des biais cognitifs, comme je l'ai dit. On a une accentuation de la motivation qui est orientée vers l'ego. De nouveau, on va se comparer, on va regarder les temps des autres, il a couru à telle allure, etc. Et donc, on fait aussi des comparaisons inadéquates. On peut être amené à se comparer avec des gens dont c'est le métier, avec des pros. Voilà, si on est abonné au compte Strava de Wout van Aert, de Remco, etc., on peut très vite être amené à comparer nos temps avec les leurs, ou le nombre de sorties, les kilomètres, etc. C'est pour ça qu'on va vouloir faire exactement la même chose, mais ça nous renvoie l'idée que finalement, on n'est pas si bon, quoi. Et quand bien même, on est dans le 0,1% de la population les plus sportifs. Hein. L'idée, c'est de nouveau de dézoomer et de se dire, mais par rapport au microcosme dans lequel on baigne, il y a plein de gens qui font zéro sport, qui ne prennent pas l'escalier, etc. Donc il faut pouvoir remettre ça aussi à sa bonne place. Alors, une des conséquences sur les réseaux, je me suis amusé à regarder sur une page Facebook un peu connue, c'est bref, je fais du running. J'ai pas dû remonter bien loin pour trouver des exemples ici. Voilà quelques exemples. Donc, je vous montre ici, c'est un peu petit pour vous, mais je vous le dis. 24 octobre, c'est pas très vieux. Je publie un peu à nouveau, pas la grande forme pour moi, je précise bien, petit rythme et jambes lourdes, pas la plus plaisante en tout cas. Et on a une course à 5,01 km. Voilà. C'est pas la cata non plus, quoi. Et on montre ça dans les parents d'école, ils vont tous se dire, j'aimerais bien faire ça. Ok. Deuxième exemple, après ma journée de travail, je suis allé travailler, on fait tout ce qu'on peut pour garder la forme. Prenez soin de vous. La sortie, c'est 31 km à 4,31. 29 octobre, hein. De l'année passée, pardon, oui, c'est 24. J'ai oublié. Mais on est confronté à ça. Okay, en scrollant bêtement, hein, 5-10 minutes. Hein. Et puis, voilà, quand on quitte son téléphone, on a notre montre qui bip, aujourd'hui ça va pas. Quoi. VO2 max mauvais, donc on commence à courir passable. Moi, quand on me dit aujourd'hui t'es passable, je vais faire demi-tour. Quoi. Alors, je ne fais pas l'effort de comprendre assez bien ce que veut me dire ma montre, mais de nouveau, qui le fait? Okay, donc on a ça. Et du coup, en conséquence, on a parfois ça aussi. Celui de bref, j'ai pris mon deuxième dossard et encore une fois, je ne me sens pas légitime. C'est affreux ce sentiment. Je vois sur les réseaux des runners dire que si tu cours avec tes ou tes chronos ou pas partie d'un club, blablabla, t'as pas ta place. Ok. Voilà, c'est pas très plaisant. Salut la team, je sais pas si je vais continuer à la course à pied, les jambes lourdes, perte de vitesse, plus de mental, plus d'envie. Les 5 derniers kilomètres étaient laborieux. Regardez le truc, 13 km, 4,40 au kilomètre. Oui. Est-ce qu'on peut motiver des gens comme ça, par exemple, si on côtoie des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, il y en a beaucoup, moi j'en vois beaucoup, Oui. ça, qui systématiquement mettent des messages par la forme, par-ci, par-là, et qui font comme vous montrez des grosses sorties, des trucs. Est-ce qu'on arrive à motiver des gens comme ça, en tant qu'amis, par exemple? Comment est-ce qu'on peut les motiver?
j'ai toujours dit que motiver quelqu'un, c'est très compliqué. Parce qu'on a parfois cette idée qu'un coach mental, il va venir injecter des seringues de motivation chez les gens. Les gens ont leur propre motivation avec leur propre dynamique interne. Et donc, ce qui motive ces gens-là, moi, je ne sais pas le dire. Je fais le pari que, allez, si je prends l'exemple un peu classique, je fais une sortie à 24 à l'heure sur 60 km à vélo, je vais mettre sortie avec madame, sortie récup. Pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive à ce moment-là? Alors oui, j'ai pris du plaisir dans ma sortie, c'était chouette, etc. Mais il y a cette idée de que vont dire les autres? Ils vont dire que je régresse. J'ai fait des sorties à 34 à l'heure de 100 km à une époque. Et puis là, je fais 24 sur 60. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être cette peur de régresser, il y a la peur du regard d'autrui, j'aurai moins de kudos. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et la question, c'est qu'est-ce qui motive chacun? Qu'est-ce qui anime chacun dans le fait de faire ce qu'il est en train de faire? Alors, vos amis, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de leur dire. Peut-être les questionner sur pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi c'est important pour toi d'aller si vite pourquoi c'est si grave de courir à cette vitesse-là? Et quelque part, essayer d'amener le climat motivationnel du groupe dans lequel vous êtes à quelque chose d'un peu plus orienté vers la tâche que vers les chronos, les temps, les comparaisons, etc. Là, il y a peut-être un rôle à jouer. Ouais. Est-ce que ce genre de message, c'est pas pour dire que j'estime qu'il a un plus haut potentiel, mais qu'il a été mauvais ce jour-là, mais que son potentiel est bien meilleur que ça. Souvent, on voit ça. Enfin, Oui, sur les réseaux sociaux, je n'arrête pas de voir des trucs comme ça. oui, c'est possible. Mais deux choses, est-ce qu'il faut le dire sur le réseau social? C'est une première chose. Alors, on n'interdit pas de le faire, évidemment. Mais ici, je me place plus du point de vue du spectateur. Quelque part, je n'ai pas de jugement moi, sur le monsieur qui court 31 km et qui dit pas les gens. Enfin, non, c'est l'autre. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis juste qu'en tant que sportif, je scrolle et je suis confronté à ça. Et ça peut être un peu délétère, un peu chiant, un peu. Enfin, qu'est-ce que ça provoque chez chacun, en fait? Peut-être qu'effectivement, on peut se dire, oui, ben voilà, chacun a son niveau, etc. Et c'est sans doute une très bonne réaction, d'ailleurs. Mais on peut aussi se dire, merde, moi qui fais péniblement 6 km à 5,45, je suis vraiment à la ramasse, quoi. Est-ce que ça vaut encore la peine que j'y aille? C'est ça que j'essaie d'expliquer ici. C'est plutôt le phénomène de comparaison qui est omniprésent tout le temps. Vous avez des commentaires, parce qu'il y en a quand même pas mal là. Je dû en lire un ou l'autre, mais je n'ai pas retenu. Sur un post comme ça. Je n'ai pas retenu. Oui, mais ça, oui. Là, dans les commentaires, beaucoup de gens étaient soutenants. Alors peut-être que la personne vient chercher le soutien et qu'on obtient. Finalement, c'est peut-être aussi un des éléments positifs des réseaux sociaux. C'est que là, en quelques clics, il y a beaucoup de gens qui la soutiennent, alors que si elle reste avec ça chez elle, elle n'a pas le soutien. Et bon, c'est peut-être le côté positif. Oui. Mais j'ai un peu de peine quand même pour elle de me dire qu'elle n'est pas légitime parce que. Voilà, donc tout ça existe, tout ça est là, et on baigne un peu dans tout ça. Ça va? Alors ici, j'ai juste mis un QR code pour vous si vous voulez. J'avais une autre ambition. En fait, je voulais vous proposer de passer en ligne. Il existe un questionnaire de motivation dans le sport qui permet justement de voir un petit peu comment chacun est motivé. Alors, j'ai eu un débat avec un collègue qui m'a dit oui, mais tu le fais passer ça, et puis quoi, après ils repartent en disant qu'ils sont motivés pour de mauvaises raisons. Voilà, vous pouvez le télécharger via le lien. Je crois qu'il y a un petit lien sur la page pour charger le questionnaire et le faire chez vous si vous le souhaitez. C'est pour faire un peu le point. Voilà, pas d'obligation. Le questionnaire il est assez simple, c'est 28 items où il suffit de dire une échelle de 1 à 7 si vous êtes d'accord ou pas avec l'item. Et chaque item, en fait, est consacré à un des types de motivation. Et donc, il y a un petit calcul à faire, c'est rapide. Voilà. J'aurais bien voulu le faire de manière plus didactique, mais on a touché aux limites de mes compétences informatiques. Pour être tout à fait honnête. Ça va? Alors, dernier petit chapitre sur la gestion du stress et la préparation mentale. Oui. Dernier point pour finir. Vous êtes en train de finir la partie motivation. Oui. Je me demandais si, c'est pas un sujet, mais quand je m'étais intéressé à ma pratique sportive, j'avais réfléchi à pourquoi est-ce que je cours, pourquoi est-ce que je fais du sport, en plus de juste être en bonne santé. J'avais pas mal vu Nietzsche et l'importance de la volonté de puissance dans sa vie, la volonté de se dépasser, la volonté de tendre vers mieux, de toujours tendre vers mieux. Attention à ne pas confondre avec la recherche de perfection. Est-ce que vous voyez ça dans votre pratique? Dans le milieu de triathlète, il y a quand même des gens qui en veulent. Vous ne pouvez pas 3 sports d'endurance en un pour aucune raison, on va dire. On ne peut se contenter que de un. Est-ce que vous auriez en rapport à, on va dire,
une explication de la motivation encore derrière de ce que vous avez présenté. Quelque chose qui viendrait, ça pourrait être la société qui pousse aujourd'hui à faire du sport ou une volonté profonde de se dépasser. Oui, alors je ne maîtrise pas du tout Nietzsche. C'est la première chose que je dois dire, ça fait transparent, je ne suis pas philosophe. Par contre, la question est vraiment intéressante parce que elle vient toucher peut-être à ce qui est plus de l'ordre de la psychodynamique. Et donc, finalement, au-delà des motivations intrinsèques et extrinsèques, c'est qu'est-ce qui pousse l'humain, quels sont les besoins fondamentaux qu'il cherche à remplir en faisant ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il fait. Et la pratique du triathlon, c'est vrai que c'est une pratique dans laquelle il faut en anglais c'est dedicated, mais il faut se dédier beaucoup à cette discipline-là. On ne fait pas du triathlon en dilettante, quoi, 2 fois semaine. Déjà, il y a 3 disciplines, donc c'est minimum 3. Et donc, il y a quelques patients comme ça, effectivement, que j'ai eu, où je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là, dans son chemin, dans son parcours, et qu'est-ce qu'il cherche? Alors, on se rapproche vraiment de la psychanalyse parce qu'on touche là à la question de la dépendance au sport. Je ne dis pas que c'est traité uniquement en psychanalyse, mais il y a vraiment cette question, quelle vide on vient combler en fait si on s'investit à fond, au-delà du raisonnable, toujours plus, dans une discipline, dans un sport, etc. Moi, j'ai un patient comme ça où le coach, il avait un coach qui lui donnait 3 séances par semaine, etc. Il en faisait 6 parce que lui, c'était pas assez, et donc il y avait ce besoin comme ça. Mais on rejoint plus la notion de perfectionnisme maladaptatif, avec des notions d'angoisse derrière qui sont très présentes. Et donc, ce patient-là, oui, il était dans cette recherche comme ça permanente de toujours. Et le discours était celui-là, c'est je veux sans cesse m'améliorer, je veux de performance. Si je peux en caser une, pourquoi je ne la garderai pas alors que ça me rendra meilleur? Et cette croyance-là aussi que chaque séance allait le rendre meilleur, alors que bah, la réalité fait partie aussi de l'entraînement. Mais là, on arrive dans des cas assez spécifiques pour lesquels c'est un peu difficile de généraliser parce que la réalité de l'un ne va pas être celle de l'autre et des motivations profondes qui font que ce type-là devait s'impliquer comme ça, était clairement un faussement de dépendance. Hein. D'ailleurs, c'est pas rare d'avoir des sportifs qui souffrent de bigorexie, donc l'addiction au sport, qui sont des anciens toxicomanes, des anciens alcooliques, qui ont remplacé en fait, le produit par un comportement, hein, tout simplement. Donc voilà, là on a vraiment quelque chose de presque pathologique et y aller chercher plus profond. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Plus ou moins, je pense que c'était une question un peu trop métaphysique sur pourquoi est-ce qu'on fait du sport. Ouais. Mais merci. Ok. On peut clôturer sur la motivation, c'est bon? Oui. Pour rebondir sur monsieur, Ouais. j'ai le sentiment que la société a évolué tellement fort au niveau sportif. Il y a 25-30 ans, un marathonien, c'était vraiment très rare. Maintenant, moi, j'ai énormément de collègues qui veulent faire des Ironman, ils se préparent quasiment pas pour ainsi dire. Pour dire, c'est cocher to-do list. Et je le remarque aussi avec les gens qui disent, ouais, je vais faire l'Ironman là-bas, je vais faire le marathon là-bas. Et pas de préparation, rien, c'est juste le fait de se dire qu'on l'a fait. Tout à fait. Ouais. C'est l'évolution, hein. Je pense aussi que cette jeunesse a vraiment envie de faire le plus. Maintenant, il existe des courses, enfin, même pas une des petites routes à l'émon, 300 km, des choses ainsi. La limite, elle est vraiment passée depuis longtemps. 25 ans, on n'avait pas tout ça. Tout à fait. Mais merci de le dire parce que c'est pas ces éléments que je voulais évoquer aujourd'hui. Je n'ai pas intégré dans les slides et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais le mettre? C'est super intéressant, je trouve, comme débat. On pourrait aussi en parler pendant 1 heure, mais je pense effectivement qu'il y a une grosse évolution sociétale à ce niveau-là. Comme vous dites, dans les années 80, le Graal, c'est un marathon. Alors oui, il y avait déjà des Ironman, mais c'était un peu extraterrestre à l'époque. Aujourd'hui, faire un Ironman, c'est pas dire que c'est banalisé, mais ça devient un peu. Allez, ça devient courant en fait de connaître quelqu'un qui fait un Ironman. Même si on n'est pas dans un club de triathlon, etc., dans la rue, quoi. On interroge les gens, ils connaissent quelqu'un qui a fait un Ironman. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a effectivement une accélération dans la vie de la recherche de performance, une espèce de sentiment de compétition, de compétitivité comme omniprésent. Je parlais de mon gamin tantôt qui regarde autour et est dans un climat qui est ultra compétitif. Ça, c'est une première chose. Je crois aussi que il y a un manque, à mon avis, dans la société, un manque d'exploration, un manque d'aventure, etc. Et donc, on va peut-être aller rechercher dans des défis un peu extrêmes, des défis ultimes, ce sentiment d'être un pionnier. Si on prend l'exemple des courses d'ultracyclisme, par exemple, c'est quelque chose qui apparaît depuis
pas très longtemps non plus. Alors, ça existait déjà avant, de nouveau. Mais moi, je commence à voir dans mon réseau, dans mon réseau social, des gens qui étaient au triathlon, qui ont fait le tour de l'Ironman, et maintenant, on va vers de l'ultracyclisme. Ok. Parce que l'ultra-trail, en fait, c'est déjà devenu un petit peu banal aussi. Donc, on va comme ça toujours vers d'autres frontières, d'autres pratiques un peu extrêmes et une recherche de nouveautés. Et troisième élément que je voulais te citer, c'est le phénomène aussi, effectivement, où on va courir un marathon presque à sec, sans s'être préparé, un peu de choses près. Ça, c'est aussi le côté visibilité, quoi. On a coché le truc, on a fait la photo Instagram, et on peut dire qu'on est marathonien. Et, il y a pas la notion d'engagement sur le long terme, la notion de plaisir, peut-être, qu'on peut éprouver à Les l'entraînement. professions, parce que ça joue aussi. Pardon? Les professions jouent aussi dans le choix des disciplines. C'est peut-être un mauvais jugement que j'ai, mais vous verrez rarement un maçon ou un menuisier ou un chef, un gars qui travaille sur le chantier, qui va commencer à se préparer pour un Ironman ou pour des marathons. C'est peut-être généralisé, mais c'est souvent des gens qui sont libéraux, qui sont peut-être dans une zone de confort régulièrement, Ouais. et qui se disent, OK, je vais préparer quelque chose. Enfin, c'est peut-être, à mon avis, qui est faussé. Non, Il non, y a une étude là-dessus, à mon avis, ça peut jouer. oui, bah, la dimension socio-économique va être présente aussi. Il y a qu'à voir le prix d'inscription. C'est un peu rédhibitoire sur certaines courses. Oui, clairement. Alors, il y a le volet financier, certainement, et puis il y a aussi le volet du temps à pouvoir y consacrer. Clairement, c'est une profession qui s'y fait plus que d'autres, ça, je suis entièrement d'accord. Ok, alors un petit mot donc sur la gestion du stress et la préparation mentale. Le stress, c'est fait, on risque peut-être d'enfoncer certaines portes ouvertes, mais c'est quand même un bon petit rappel. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est donc une réaction qui a une origine biologique au départ, une réaction d'alerte. Donc quelque chose qui va survenir à partir du moment où il y a une attente ou quelque chose qui va nous mettre euh, oui, en alerte, ou en tout cas on va être sollicité, on va attendre quelque chose de nous. D'accord. Euh, la source du stress, elle peut être réelle, mais elle peut être perçue. Ça, c'est important, c'est un élément que j'évoque énormément aussi dans mes consultations, c'est la question des attentes. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont fantasmées, imaginées, perçues par l'athlète? Et ça a un lien avec la concentration. Le stress provoque donc une surcharge mentale et des pensées parasites. Et quand le stress déborde, quand il est trop important, il y a effectivement une baisse donc, de la lucidité et de la précision. Ça va. Alors, on va aller un peu plus loin dans la définition. Le stress, c'est une réponse donc, que je dis, qui est naturelle et qui est normale. D'accord? C'est une réponse d'adaptation. Donc, pour bien comprendre en fait l'origine du stress, pour monter autant des cavernes, nous, on est dans des grottes avec des ours ou des mammouths qui nous attaquaient, on était quand même régulièrement soumis à des situations qui nous mettaient en danger de mort. Et donc, quand on était face à une situation de danger, soit par une horde ennemie ou par un animal dangereux, il y a plusieurs réactions possibles qui étaient soit comment la fuite, se barrer en courant, soit combattre, okay. Comment Être mangé. Être mangé, c'est fuir. Certains animaux ont gardé cet aspect-là aussi, c'est le fait de faire le mort, qui permet que la proie passe ces réactions-là, elles nécessitent une grosse activation physiologique. Pour se barrer en courant ou pour se battre, il faut qu'on soit vraiment au taquet physiquement. C'est pour ça qu'une réaction de stress, nos systèmes nerveux vont fonctionner de la sorte. On va avoir le rythme cardiaque qui augmente, la tension artérielle qui augmente, les pupilles qui dilatent, un degré d'attention plus important, le système digestif qui, lui, va s'arrêter. Ok, ne fonctionne plus à ce moment-là parce que ce n'est pas la priorité. Et donc, on est en état d'alerte. Alors, nos sociétés ont évolué. On n'a plus besoin, a priori, de se battre ou de fuir au quotidien. Grosso modo, hein, dans certains quartiers. Voilà. Mais nos corps, eux, n'ont pas évolué à cette vitesse-là. Donc, on a conservé ces réponses qui sont aujourd'hui inopérantes, inadéquates, mais qui sont quand même toujours là. C'est pour ça qu'avant une course, avant une situation qu'on juge stressante, on va ressentir ces effets du stress avec les mains à droite, avec le cœur qui va plus fort, et ainsi de suite. Alors, donc, le stress, il intervient, il opère face à une sollicitation. Un exemple très con, c'est si je prends un bic, si je vais opérer un stress sur lui, je vais essayer de le plier. Okay, donc, c'est une sollicitation sur le bic. C'est un stress, hein, au sens physique du terme, c'est des physiciens dans la salle de son. Et le bic, lui, il s'adapte. Okay, il plie un peu.
S'il ne s'adapte plus, s'il arrive à s'adapter, il casse. Donc, j'avais été à ce moment-là trop loin par rapport à sa capacité à s'adapter. La sollicitation, comme je l'ai dit, elle est perçue, elle n'est pas toujours réelle. Moi, je dis, il y a des athlètes qui viennent en consultation parce qu'ils bloquent en compétition, ça va très bien en entraînement, on saute 1,65 m sans problème, et en compète, on plafonne 1,50 m. Ok. Ça, c'est typiquement de ce que je reçois. Pourquoi? Parce que le jour de la compétition, il y a des attentes qui sont perçues, qui sont fantasmées, qui sont crues. Bon, je fais du sport mon coach, mes parents ont fait tout ça pour m'accompagner, ça fait des années qu'ils se tapent les chemins, qu'ils font des sacrifices pour mon sport, etc. Et donc, si je rate, je vais les décevoir, on aura fait tout ça pour rien. Voilà, ça, c'est des sujets qui reviennent de manière très régulière dans le bureau. Et donc, c'est une réponse donc, de l'organisme. J'ai dit, c'est physiologique, ça se passe dans le corps. Ça va. Voilà, ça, je l'ai déjà expliqué, donc je passe. Petite distinction opérée, c'est distinction du champ lexical, on fait une distinction entre l'anxiété. L'anxiété, c'est une réaction émotionnelle caractérisée par des sentiments d'inquiétude, d'appréhension en prévision d'un danger et de fictif. C'est très diffus. L'anxiété, c'est là un peu tout le temps, on n'est pas serein, on craint quelque chose, on ne sait pas toujours dire quoi, mais on se sent un peu voilà, anxieux. D'accord? Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'angoisse. L'angoisse, c'est un sentiment qui est beaucoup plus intense, qui est très fort. Quelqu'un qui a une crise d'angoisse, c'est plus raisonné. Il est vraiment pris par cette angoisse-là. C'est soudain, il y a une perte de contrôle. Et là, on peut avoir le sentiment d'une peur diffuse et oppressante. On n'est pas en capacité de raisonner. Donc, quelqu'un qui a une crise d'angoisse, ça ne sert à rien de lui dire qu'il n'y a pas de raison. Okay. Il faut d'abord réussir à reprendre le contrôle de la respiration, de montrer qu'on est là, se montrer apaisant, etc. Ça, c'est la première étape. Après, on pourra discuter de ce qui a provoqué la crise d'angoisse. Mais dans la crise d'angoisse, ça ne sert à rien. Et le stress, comme on l'évoquait, c'est une réaction normale, comme je l'ai dit, de l'organisme dans une situation difficile qui demande une adaptation. Et une compétition ou un entraînement un peu difficile, c'est une situation qui va demander à votre organisme de s'adapter et une réponse à la hauteur des attentes, qu'elles soient réelles ou perçues. Ça va? Alors, ce n'est pas l'absence de stress qui fait la différence, mais c'est la capacité à le transformer en une énergie utile. L'absence de stress, en fait, ça revient presque à une espèce de motivation. S'il n'y a pas d'attente et qu'on ne projette rien dans l'activité, etc., ben, il ne va rien se passer. Vous allez être dans une zone où on ne va pas s'activer, on ne va pas se mettre en route. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une forme d'attente. On ne s'inscrit pas à une course s'il n'y a pas d'attente. En fait. Voilà. Quand vous inscrivez à la course, il y a un minimum un objectif, une attente que vous ajoutez sur cette course-là. Cette attente, vous allez la mettre en concurrence avec vos ressources, vos capacités. Okay. Je veux faire un Ironman en moins de 10 heures. Ça, c'est l'attente. Okay. Mes ressources, c'est je suis assez en forme, ma préparation est bien passée, je me sens capable de le faire, j'ai une bonne natation, le parcours est assez roulant. Ça, c'est tout ce qui va permettre d'évaluer la capacité à réussir ou pas l'objectif. Si votre objectif, c'est de faire l'Ironman en moins de 10 heures, mais que votre préparation a été un peu saccadée, que la veille, vous avez mal dormi, etc., le stress il va monter. Okay. Le niveau de stress va augmenter. Et donc, le risque de performance, enfin la performance risque d'être moins bonne, de diminuer. Ça va? Les sources de stress en triathlon, il y en a pas mal. Hein. La nature de l'effort, le cumul, il y a quand même 3 disciplines. L'effort, c'est quand même un peu long. Sur un promo, ça reste quand même, quand on débute, 1h30, 1h45, pas 2 heures. Donc, c'est pas rien comme effort. La logistique d'avant-course, il faut penser à beaucoup de choses. Okay. C'est pas juste une paire de baskets, c'est le bac. Est-ce qu'on peut rentrer dans le bac avec le parc dans le parc avec le bac ou avec un sac? Où est-ce qu'on met le numéro à gauche, à droite du casque, etc. Il y a vraiment un chier de trucs à penser. C'est très énergivore au niveau cognitif. Le départ groupé en natation, c'est toujours un moment assez stressant aussi. Quand bien même on a un bon nageur, il faut bien se positionner, ça se coule un peu. Pour peu qu'on ne voit pas dans le fond de l'eau, ça peut rajouter un peu d'angoisse, le stress. Si on ne voit pas les bouées, on ne voit pas très bien où elles sont, et qu'on est en mode performance, il faut bien s'orienter, c'est pas simple. Donc l'environnement eau libre, méconnu, ainsi que le visuel. Les transitions, à la fois les aspects techniques, okay, voilà, courir, enlever sa combi, trouver son vélo dans le parc, etc. Et leur logistique, est-ce que tout le matériel est là? Est-ce que j'ai bien mis mon hydratation, mes barres de céréales sur le vélo? Voilà. La météo, ça c'est pour beaucoup de sport, mais c'est aussi dans le triathlon, donc on va rajouter ça. Les risques d'incidents techniques,
les lunettes de natation qui s'enlèvent, et la buée, la crevaison, saut de chaîne, les frottements sur un marathon. Ben voilà, si le matériel n'est pas optimal, on l'a pas bien testé, ben on peut vite embêter aussi. Et alors, cette là je l'ai mise, parce que, pour une petite histoire, la première fois que j'ai fait une épreuve combinée, c'était au duathlon cross de Jurbise, et je suis parti sur la course à pied avec mon casque à vélo sur la tête. Donc voilà, je ne fais pas encore tous les aspects logistiques. Voilà. C'est pas moi sur la photo, mais c'est mon pense à ça. Voilà, donc, source de stress importante. Alors, on va pas faire de la prépa mentale aujourd'hui, mais je vous explique un petit peu juste en 2 mots comment je travaille, comment ça fonctionne. Donc, par rapport au stress, on va souvent utiliser différents outils, et notamment le focus, la question du shift mental avec le focus attentionnel. Donc, le shift mental, en fait, c'est la capacité qu'on peut avoir en tant qu'athlète à remettre son attention sur des éléments un peu moins stressants ou sur lesquels on a une forme de maîtrise. On l'a vu tout à l'heure avec la question de la motivation. Voilà, si le top 10 nous échappe, on va repenser à poser sa nage, ou à garder la puissance à vélo et rester dans les courses fixées, par exemple. C'est cette capacité, donc la gestion du stress, c'est parfois cette capacité à pouvoir revenir à des éléments qui sont de l'ordre de ce qu'on maîtrise et de ne pas vouloir cogiter ou penser trop fort ou s'énerver sur le fait qu'il y en a qu'on n'a pas su maîtriser. Alors, ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup d'entretien, c'est un long travail. Hein, pour arriver à ça, c'est pas en deux coups de cuillère à peau qu'on devient maître de son mental en compétition. Il faut d'abord identifier les signaux d'alerte et donc bien se connaître. En tant qu'athlète, quand ça foire pour moi, quand on se sent moins bien, c'est quoi les signaux précurseurs? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je fais en général? C'est comme une réponse automatique. C'est dans quelles circonstances que ça foire pour moi? Qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce que j'ai déjà essayé? Qu'est-ce qui fonctionne chez moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout? Ok. Et puis, on va développer des outils plus concrets comme la relaxation progressive de Jacobson, pardon, la respiration abdominale, l'imagerie mentale. Ce sont des outils qu'on peut travailler en séance, parfois en petits groupes, mais j'arrive de le faire aussi. On va apprendre en fait à reprendre le contrôle d'abord de sa respiration, et puis de son tonus. Et puis, une fois qu'on est dans un état suffisamment détendu, qu'on est dans de bonnes conditions pour le faire, essayer de reprendre le contrôle de ses pensées. Les images mentales, de ce qu'on va visualiser, sur quoi on va centrer l'attention, etc. Une fois qu'on travaille l'imagerie mentale, on peut travailler sur la définition d'un point d'ancrage. Donc, par exemple, quand je sens que je pars en couille, quand je sens que je perds pied dans ma course, que la course m'échappe, etc., c'est quoi la petite pensée, le petit mot-clé, l'image, le geste qui me fait revenir à OK, je vais me recentrer là-dessus, ça je maîtrise. Pour certains athlètes, ça va être je me montre et voilà. Ça, c'est mon focus, c'est mon point d'ancrage. Je sais que je reviens à quelque chose que je connais, tant pis, je lâche prise sur ce que, ce que je ne maîtrise pas, pardon, et je me ressens sur ce que je peux maîtriser. On va travailler le dialogue intérieur aussi, avec toutes les croyances. Tu veux dire, t'es nul, t'as foiré ta course, etc. Alors qu'on est à mi-chemin, on va essayer de travailler sur des objectifs à plus court terme pendant la course. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Et alors, le focus attentionnel, j'ai fait un petit tableau ici. Donc, il y a, c'est un tableau à tout lancer. On peut amener son focus attentionnel, donc sa concentration, ce à quoi on pense, sur des éléments qui sont internes, qui sont en moi. Un terme précis, par exemple, donc ma respiration, mon mouvement dans l'eau, c'est moi. C'est ma cage thoracique qui monte et qui descend, le mouvement de mes jambes sur le vélo, ma foulée, genre de truc. Ou un terme global. Donc toujours centré sur moi, c'est un terme, mais c'est plus être mon énergie, mes sensations, comment je me sens, etc. On peut aussi amener un focus au niveau externe. La fréquence de pédalage, des choses, mon vélo par exemple, les roues qui avancent, pourquoi pas, hein, ça peut être un élément sur lequel on porte son attention, le mouvement du vélo sur la route. Ou des éléments externes mais plus globaux, l'ambiance, le paysage, c'est ce qu'on appelle dissocier un peu pendant la course. On pense à autre chose de plus plaisant, on regarde, si on fait celui de Nice, ben, on regarde la mer, on lâche un petit peu les pensées qui sont centrées sur notre douleur, sur le fait que ça frotte, que c'est dur, etc. Et donc on va voyager comme ça, on peut essayer d'apprendre à voyager dans les différentes sphères, dans les différents niveaux attentionnels voilà, pour essayer de reprendre de nouveau la trame générale, c'est reprendre le contrôle de son esprit. Ça va? Voilà, donc comme j'ai dit, apprendre à bien se connaître, oui. Par rapport au shift mental, peut-être, il y a la PNL. Il y a la PNL. C'est des outils qui sont issus de la PNL, effectivement. Ouais.
Donc, je me répète un petit peu, hein, mais c'est apprendre à bien se connaître. Comme je l'ai dit, c'est pas en 2 séances que ça se fait. Il faut vraiment prendre le temps, se plonger dans ce travail-là pour. Et quand je dis bien se connaître, c'est pas seulement ses motivations, c'est pas seulement ce qui nous stresse, c'est un ensemble de choses. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui m'anime moi en tant qu'homme ou en tant que femme à me lancer dans ce projet-là. C'est quoi les valeurs fondamentales qui guident ça? Donc voilà, il faut faire un gros travail là-dessus. Développer, maîtriser les outils adéquats et pouvoir les mobiliser en fonction des besoins. Ok, donc l'idée, c'est toujours d'avoir une palette d'outils qu'on peut utiliser en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Ce n'est pas des outils qu'on vient plaquer de manière automatique sur telle ou telle situation. Chacun doit pouvoir sentir ce qui lui parle. Ça m'est déjà arrivé au milieu d'une séance de relaxation qu'une jeune athlète me dit, moi, ça ne me parle pas du tout, arrête, et très bien, pas de souci, arrête, ça ne convient pas. Il y a d'autres outils, il y a d'autres manières de se mobiliser, il y a d'autres éléments à intégrer. Donc, respiration, relaxation, l'imagerie, les routines d'action, ça aussi, c'est un élément qu'on peut se mettre à travailler. J'ai parfois des athlètes qui, malgré le niveau qu'ils ont atteint, n'ont pas de routine spécifique. Il n'y a jamais 2 fois la même avant-course. Il faut arriver 2 heures à l'avance, on se prépare, on écoute de la musique, la fois d'après, on est à la bourre. Il n'y a rien qui est maîtrisé, qui est calculé. Alors, tant que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais par contre, on sait que développer des routines qu'on maîtrise et sur lesquelles on a prise, ça permet de diminuer le stress et d'être un peu mieux préparé pour la course. Travailler sur les pensées et les croyances, donc les recadrages cognitifs. On les a vus tout à l'heure, hein, le fait de se dire, bah non, on retient que les premiers, pas nécessairement. Et puis, c'est quoi l'objectif derrière? C'est juste d'être retenu pour un petit vote dans le Panthéon. Quelle est la motivation de nouveau dans le projet de champion du monde? Qu'est-ce qu'on vise? Voilà. Carnet de bord, c'est un truc que j'utilise pas mal aussi. C'est l'idée de passer par l'écrit pour tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on essaie de faire. On a des athlètes parfois qui, voilà, d'une séance à l'autre, on voit pas trop le fil conducteur. Cette fois-ci, ça a été, l'autre fois, ça n'a pas été du tout, mais je n'ai pas compris pourquoi, machin. Ok, alors on prend un petit carnet de bord. Tous les soirs, on écrit juste comment s'est passé l'entraînement, comment s'est passée la compétition, à quoi j'ai pensé, est-ce qu'il y a des éléments marquants dans ma vie aujourd'hui. C'est l'idée vraiment de collecter un maximum de données, d'informations pour, de nouveau, mieux cerner comment on fonctionne et quels sont nos besoins. La carte des possibles. J'ai travaillé ça avec un athlète, mais je trouve intéressant parce que il était pas mal dans l'anticipation négative de ce qui pouvait se passer. Comment je vais faire si l'athlète il connaît mon jeu, si je joue pour quelqu'un qui me connaît de mon club, c'est au tennis, il connaît toute ma manière de jouer, il connaît mes coups. Ok, ben voilà. Quelles sont les stratégies que tu peux développer si tu te retrouves contre un athlète qui te connaît bien? Et donc, on a comme ça déployé une série de possibilités. On a fait sa carte des possibles pour, quelque part, pouvoir avoir un maximum d'expériences envisageables en compétition. La validation des acquis, c'est un outil, c'est l'idée que avec un athlète ou une équipe, j'ai entendu ça dans le rugby notamment, à chaque fois qu'on va réussir quelque chose, pour l'exemple aujourd'hui, c'est dans une équipe de rugby en France, à chaque fois qu'on va, par exemple, gagner un match avec 20 points d'avance, on coche, on note, on sait qu'on peut le faire, qu'on l'a déjà fait. Être mené à la mi-temps, revenir en deuxième mi-temps, gagner le match, une fois que c'est fait, on valide, on sait le faire, on l'a vécu, et c'est acquis. Okay. Terminer un match avec un exclu à 10 ou à 9 et quand même gagner ou tenir le 0 derrière, une fois qu'on l'a vécu dans la saison, on note, on a acquis, on peut le faire. Et on collecte comme ça une série d'expériences qu'on a acquises, qu'on a pu faire. Ça renforce le sentiment de confiance, forcément, de compétence dans sa capacité à performer. Et quelque part, ici, comme c'est en rugby, c'est en championnat, c'est une équipe qui jouait la finale du top 14. Ils sont arrivés à la finale du top 14 avec cette conviction qu'en fait, tous les scénarios possibles avaient déjà été surmontés et maîtrisés. Parce que toute la saison, on avait pris le temps, quelque part, de noter, de collecter et d'acter que telle était la situation, on savait la surmonter. Voilà. Et toutes celles qui visent au travail d'équipe, alors là, c'est tout un rapport qu'on n'a pas du tout évoqué, mais la question de la communication dans une équipe, de la cohésion de groupe, bon, en triathlon, c'est peut-être un peu moins important, quoique on pourrait évoquer ça dans un club. Mais, voilà, il y a aussi plein de travaux, de méthodes de travail qui sont possibles dans les équipes, dans le sport collectif et dans les clubs. Ça va? Pour terminer, je vous demandais simplement peut-être de renoter un objectif, plusieurs, pour 2026, à la lumière de ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
Donc, l'objectif de base. Vous voyez peut-être, dans un premier temps, si ce que vous aviez noté fait sens par rapport à ce que vous avez appris. Et éventuellement, je vais peut-être le modifier, le compléter. Je prends 2-3 minutes. C'est ça pour vous, on ne partagera pas en collectif. Voilà. Et j'en termine. Merci pour votre écoute. Merci encore Claire pour l'invitation. Et voilà. Il y a des questions, des réponses.